et je vous encourage d'y participer. C'est vraiment un excellent groupe de soutien. Donc j'ai maintenant le plaisir de vous dire que je suis vraiment heureuse que ces médecins sont là et je vais commencer avec Kristen McAlpine, Danny Heng et Patrick Richard. Et nous allons faire cette partie de notre journée de façon un peu différente. Typiquement, nous avons une présentation structurée avec des diapos. Nous en avons quelques-unes. L'un des premiers forums auxquels j'ai assisté avec Dr. Neil Kapoor, lui, il a décidé d'avoir un forum de discussion. Donc, c'est vraiment excellent que ces médecins de renom ont décidé de faire une présentation moins formelle. Parfois, les informations dans ces présentations ont plus d'un impact par rapport à une présentation faite de façon plus formelle. Donc d'abord, Kristen. Donc je vous présente Kristen McAlpine, qui est auteur et en fait à la tête de notre projet pour l'aide de prise de décision de traitement adjuvant. Kristen, je sais que le projet a été difficile et sur un sujet difficile, mais je suis très reconnaissante envers vous de vos efforts. Et ce sera vraiment un outil éducatif exceptionnel. Dr. McAlpine est une uro-oncologue à l'hôpital Credit Valley de Mississauga en Ontario. Elle a récemment terminé sa spécialisation en oncologie urologique à l'Université de Toronto, où elle continue de s'impliquer dans le programme d'études en oncologie urologique. À part son travail clinique, Dr. McAlpine fait un doctorat en épidémiologie clinique à l'Institute of Health Policy Management and Evaluation de l'Université de Toronto. Le sujet de sa thèse est l'amélioration de la personnalisation des soins aux patients qui présentent des masses rénales par l'utilisation de l'apprentissage automatique. En fait, c'est la première présentation sur l'IA à laquelle j'ai assisté et le déroulement serait très intéressant. Les sujets de recherche qui l'intéressent sont les soins personnalisés. Elle est dévouée par rapport aux soins personnalisés aux patients. Elle veut élaborer des outils de prise de décision afin de faciliter la prise de décision partagée pour les patients qui ont des décisions difficiles à prendre. Il y a aussi l'optimisation des protocoles de thromboprophylaxie périopératoire et l'évaluation des résultats de différentes chirurgies pour les cancers urologiques. Son travail vise à améliorer les résultats des patients et faire avancer le domaine de l'oncologie urologique. Et Dr. Heng, vous êtes de ce côté de l'écran. Merci d'être là. Vous êtes un leader dans le domaine de l'oncologie médicale. Vous êtes actuellement chef du service d'oncologie médicale du tout nouveau Arthur J. E. Child Comprehensive Cancer Center de Calgary, au Canada. Vous êtes aussi professeur de médecine clinique à l'Université de Calgary. Et vous êtes président de l'International MRCC Consortium Database, la plus grande base de données du monde sur les patients atteints d'un cancer du rein métastatique et traités avec des thérapies actuelles. Les critères de l'IMDC, également appelés critères de Heng, sont utilisés pour le pronostic du cancer du rein. J'ai de la difficulté à m'exprimer aujourd'hui. Vous vous intéressez aux résultats, aux facteurs pronostiques et à la recherche sur les essais cliniques concernant le carcinome rénal métastatique et d'autres tumeurs malignes génito-urinaires. Vous avez beaucoup contribué et vous avez reçu la croix du service méritoire du gouverneur général du Canada pour vos efforts dans le domaine du cancer du rein. Merci de votre participation. Et finalement, Dr. Patrick Richard, vous êtes médecin à l'Université de Sherbrooke. Vous avez fait votre résidence en neurologie à l'Université McGill. Et puis, vous avez complété un fellowship au Princess Margaret Cancer Center de Toronto et vous avez aussi une maîtrise en épidémiologie clinique
de l'Institute of Health Policy Management and Evaluation. Vous êtes professeur agrégé et clinicien chercheur à l'Université de Sherbrooke depuis 2016 et vous êtes détenteur d'une bourse de recherche, notamment en cancer du rein, et vous êtes président d'une chaire de recherche CRMUS. Vous participez aux efforts du réseau de recherche sur le cancer du rein au Canada. Vous êtes au comité directeur de la ligne directrice de l'Association des urologues du Canada. Vous êtes auteur de plusieurs articles, chapitres de livres et votre programme de recherche porte sur le surtraitement de la prise en charge des cancers urologiques, dont le cancer du rein. Merci tout le monde de votre patience. Je sais que parfois les médecins ne veulent pas entendre ces CV, mais c'est vraiment important à ce que nos patients puissent comprendre ce que vous faites pour améliorer leurs résultats. Donc, je vais vous passer la parole. Je sais que vous êtes prêts et ensuite on aura des questions. Merci, Christine. Oui, c'est un peu difficile d'entendre ces CV. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cette activité pour parler d'un sujet qui est vraiment très pertinent. Et c'est vraiment quelque chose auquel notre domaine s'intéresse. Donc d'abord, Dr. Richard va nous montrer quelques diapos et ensuite nous aurons des discussions sur des sujets importants du domaine. Et s'il y a des questions posées par les participants, veuillez nous interrompre à n'importe quel moment. Et Christine, peut-être vous pourriez surveiller la boîte de clavardage pour nous dire s'il y a des questions des participants qui probablement sont plus importantes que les nôtres. Cela dit, je vais passer la parole au Dr. Richard pour faire sa présentation. Bonjour tout le monde. Merci de nous permettre de parler de ce sujet très important, le rôle du traitement adjuvant pour les CCR à cellules claires. Et d'abord, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde et pour que vous connaissiez les données dont nous allons discuter dans quelques instants. Je suis certain que vous connaissez assez bien le cancer du rein. Et en fait, c'est un cancer qui survient très souvent. C'est la 10e cause de cancer chez les hommes et la 13e cause chez les femmes. Au Canada, il a été estimé que 9000 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du rein et à peu près 2000 personnes vont décéder de ce cancer en 2024. La majorité sont des CCR et la sous-catégorie qu'on voit le plus souvent, c'est un CCR à cellules claires qui constitue 80% des CCR. Probablement, comme vous le connaissez, le cancer du rein est catégorisé selon le modèle TNM. En fait, il y a 4 stades selon la taille du cancer, l'ampleur du cancer dans le système des veines, l'impact sur les ganglions lymphatiques, et il y a aussi l'étape métastatique. Beaucoup de ces cancers, au début, sont localisés et peuvent être gérés par des chirurgies ou par une ablation thermique, mais le principal traitement, c'est la chirurgie. Il y a 2 types, une néphrectomie partielle et une néphrectomie radicale. La néphrectomie partielle, c'est où on enlève juste une partie du rein ou la partie qui est atteinte de la maladie ou la tumeur et on laisse la partie non cancéreuse. Pour une néphrectomie radicale, il faut enlever l'ensemble du rein. Donc, malgré ces chirurgies, en fait, ce n'est pas possible d'avoir un traitement curatif pour tous les patients et il y a un risque de revoir le cancer au cours des années suivantes le traitement. Donc, voici quelques nomogrammes qui sont des modèles qui nous permettent de prognostiquer la possibilité de revoir le cancer. Il y a une étude de Rob Grow selon laquelle le modèle Leibovitch est vraiment pertinent pour la population du Canada. En fait, ce modèle utilise l'état T
la taille du ganglion lymphatique, la caractéristique agressive du cancer. Et on arrive à donc catégoriser le risque de voir à nouveau ce cancer au cours des 5 prochaines années. Et donc, même si le cancer a l'air grand, c'est pas tous les patients qui vont avoir un cancer pour une deuxième fois. Et donc, si on parle d'un stade élevé, le risque de voir une récurrence du cancer, c'est quelque 40 ou 50% au cours des 4 ans suivant le traitement. Et c'est-à-dire que 50 à 60% de cancers ne vont pas se reproduire. Et donc, on parle d'un risque de récurrence de 40% pour un patient avec une maladie de T3 et à peu près 50% de récurrence pour un cancer plus agressif. Donc, pourquoi nous parlons de ce risque de récurrence? En fait, il y a un essai clinique qui vient d'avoir lieu et qui portait sur le traitement adjuvant pembrolizumab et son impact sur la survie. Il y a eu une mise à jour publiée récemment cette année. Et selon cette mise à jour, le traitement réduit la mortalité de 5,2% au cours de 4 ans. Il y a une réduction de 38% de décès et un risque de récurrence réduit de 28%. Et donc, tous les patients ne sont pas admissibles à ce traitement. On parle de patients avec une histologie de CCR à cellules claires, des patients avec un risque de récurrence élevé. Donc, ce sont des patients avec PT2, G4, PT3, PT4, des patients avec des caractéristiques sarcomatoïdes, une maladie positive, des nodules. Et donc, c'est quoi pembrolizumab? En fait, c'est une année de pembrolizumab qui est un médicament d'immunothérapie qui travaille comme anticorps PD-1. C'est administré de façon intraveineuse toutes les 3 semaines et selon l'essai clinique, il faut le commencer 3 mois après l'opération pour que le patient y soit admissible. Donc, ça a l'air bon, mais en fait, il y a certains effets secondaires. Il y avait un risque de voir un incident secondaire entre les grades 3 à 5 et 12% étaient des incidents assez graves et 18% des patients qui ont eu ce traitement ont dû l'arrêter en raison de ces effets secondaires. Par rapport à la qualité de vie, comme vous le voyez, c'est un questionnaire fait auprès des patients où on évalue le risque sur la qualité de vie et donc vous voyez si la qualité de vie est comparée au groupe de contrôle. Les patients qui ont subi ce traitement ont eu une qualité de vie réduite à la suite du traitement en raison des effets secondaires de ce médicament. Donc, le traitement est bénéfique, mais il y a quand même des risques. Étant donné les preuves actuelles, il y a eu un énoncé de consensus émis par notre forum qui recommande ou qui discute du rôle potentiel que peut jouer le traitement adjuvant auprès de nos patients qui respectent les critères que j'ai mentionnés. Et une chose que nous voulions souligner avant de passer à notre discussion, une décision a été prise par Kristen et son équipe qui peut aider le patient à prendre une décision sur l'idée de suivre ce traitement. Merci. Parfait. Ça a été un excellent survol du sujet que nous allons aborder aujourd'hui.
Sans plus tarder, on va passer à quelques questions. Christine, vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment. La première question s'adresse au Dr. Hang. En fait, c'est une question à deux parties. Dr. Hang, quelle est la première rencontre entre un oncologue et un patient qui va peut-être subir un traitement adjuvant? Et pour ceux qui n'ont pas un CCR à cellules claires, est-ce que ces personnes ont des options dans le domaine? Merci beaucoup. Et merci à Cancer du Rhin pour m'avoir invité. Ces forums sont vraiment très importants pour nos patients et des mesures de soutien sont vraiment essentielles. Le traitement adjuvant, pour être clair, ça veut dire qu'on a enlevé le rein et on veut donc améliorer sa probabilité de survie. Donc on peut utiliser ce traitement adjuvant. Autrefois, il n'y avait rien comme ça. Pendant 20 ans, il n'existait rien pour améliorer son pronostic. Mais c'est un peu compliqué, d'où l'importance de ces forums de discussion. Typiquement, l'urologue vous dit, écoutez, peut-être vous pourriez aller chez l'oncologue médical pour étudier la possibilité de suivre ce genre de traitement adjuvant. Et nous pouvons donc vous donner des informations sur ce médicament, sur les avantages, les inconvénients. Lorsque les gens entrent dans un centre d'oncologie, en fait, ça peut être intimidant. C'est un endroit très grand, il y a beaucoup de personnes inconnues. Donc, c'est un processus très difficile. Donc, notre rôle, c'est de vous aider à prendre la bonne décision qui va vous mettre à l'aise. Mais avec ces décisions, nous aidons les patients à comprendre leur rapport de pathologie. On parle de la taille, de la tumeur, du grade, de la nécrose. Donc, comme le Dr. Richard l'a dit, on parle de tous ces facteurs de risque qui influencent votre niveau de risque. Et ensuite, on saisit ces valeurs dans un modèle de calcul pour revoir la possibilité de récurrence. Peut-être c'est 20%, 50%, 70%. Et donc, cela nous permet de comprendre la gravité du problème et s'il faut faire quelque chose justement pour réduire ce risque. Et ensuite, on parle des effets secondaires. Il y a des effets secondaires dans l'immunothérapie. Donc, les choses qui peuvent devenir enflées deviennent souvent enflées. Par exemple, la peau, on peut avoir la diarrhée, des problèmes de thyroïde. Donc, il faut prendre certains médicaments de thyroïde. On peut aussi avoir le diabète, ça peut avoir un impact sur le cerveau, sur le cœur. C'est assez rare, mais il faut en être au courant car c'est toujours possible. Et ensuite, on parle du fait qu'il y a des essais cliniques qui montrent l'efficacité de l'immunothérapie, mais l'essai clinique, en fait, a montré cela et peut-être d'autres essais n'ont pas été un succès en raison des différents mélanges de médicaments consommés ou le fait que le niveau de risque des patients était moins élevé. Et puis, on prend une décision axée sur les avantages et les inconvénients. Ça devient une discussion très personnelle. Donc, si le patient va tout faire pour réduire son risque de récidive, et si ça ne vous dérange pas de venir à notre centre, peut-être ce médicament pourrait vous aider. Et donc, si votre risque est moins élevé, les avantages ne seront pas aussi bons. Mais si vous n'aimez pas aller au centre de l'oncologie toutes les 3 semaines pour faire ce traitement intraveineux, si l'idée d'avoir ces effets secondaires est vraiment quelque chose qui vous fait peur, peut-être ce médicament n'est pas approprié pour vous. Et donc, une décision doit être prise selon les besoins individuels du patient. C'est la décision du patient qui est importante. C'est comme ça que nous aidons les patients à naviguer ce processus de prise de décision. La deuxième question concerne les CCR qui ne sont pas à cellules claires. Et comme le Dr. Richard l'a mentionné, ces patients n'ont pas été inclus dans l'essai clinique. Et donc, l'avantage n'est pas trop important pour eux. Donc, on ne veut pas forcément extrapoler et utiliser ces données
pour les patients pour lesquels le traitement n'est pas approprié. Donc, pour une maladie à risque élevé, ça veut dire des imageries médicales toutes les 6 semaines et peut-être toutes les 3 ou 5 années. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, vous avez très bien décrit cette première rencontre avec l'oncologue médical. Donc, prenons du recul. Docteur Richard, la prochaine question. Comment est-ce que vous savez si un patient sera admissible à avoir un rendez-vous d'oncologie médicale? Quand est-ce que vous consultez ces patients? Et faut-il des tests spéciaux avant d'avoir un rendez-vous avec un oncologue médical? Comme urologue, parfois, nous sommes l'obstacle entre le patient et le traitement. Nous prenons la décision de renvoyer ou non le patient à un oncologue. Et comme urologue, notre rôle, c'est d'identifier le patient admissible selon les modalités de l'étude dont j'ai parlé. Et ensuite, on discute du fait qu'un traitement existe pour le patient et ensuite le patient est renvoyé à l'oncologue médical qui a plus d'expertise sur les effets secondaires, sur l'impact du traitement sur le patient. Donc, comme urologue, nous ne devons pas être un obstacle au traitement. Moi, je crois que tous nos collègues devraient renvoyer les patients aux oncologues médicaux. Et avant ce rendez-vous avec l'oncologue, en fait, les patients peuvent utiliser votre outil de prise de décision et ça permet aux patients de formuler ces questions pour l'oncologue médical et ça va donc informer la prise de décision. Et comme l'a dit le Dr. Heng, il n'y a pas d'approche universelle pour les patients. Il faut que le traitement soit particularisé selon le patient. Et peut-être le patient valorise son espérance de vie à court terme plutôt que l'espérance de vie à long terme. Et ça varie selon le patient. Parfait. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai quelques questions à vous poser. Une question sur les statistiques du deuxième traitement de pembrolizumab. Lors du premier essai, en fait, j'ai dû arrêter de prendre les médicaments avant la fin de l'étude et plusieurs patients ont dû faire cela. Donc peut-être vous pourriez expliquer cela. Je ne sais pas si Dr. Heng le comprend mieux que moi. Est-ce que vous pouvez l'expliquer davantage? Donc si les personnes ont un récidive lorsqu'ils prennent le Pembro ou lors de la fin de l'étude, les gens ont dû arrêter de prendre ce médicament et quel a été le prochain médicament pris. Ce n'est pas très clair. Donc peut-être le patient qui a écrit cette question pourrait nous donner un peu plus de détails par rapport aux statistiques pour le deuxième traitement avec le pembrolizumab. Une autre question avant la réponse du premier patient. Est-ce qu'il y a un moment où c'est mieux d'attendre une récidive inévitable afin de pouvoir avoir l'un de ces traitements adjuvants? Dr. Heng. Je suis en train de regarder les questions dans la boîte de clavardage, donc merci de nous poser ces questions. Donc cette séance est un peu différente. On ne parle pas ici de la maladie métastatique. Ces patients n'ont pas la maladie métastatique et on essaie de prévenir la survenue de la maladie métastatique. Typiquement, on ne parle pas du rôle du Pembro. On parle plutôt des traitements des 3 premières lignes pour une maladie métastatique, mais dans ce contexte, on parle de l'utilisation de ce médicament après la néphrectomie radicale et on n'a pas de maladie métastatique. Donc, ce sont 2 populations différentes. Mais si la question concerne on fait quoi après l'administration de Pembro en cas de récidive, en fait, c'est vraiment un domaine de recherche très grand et nous essayons de réaliser des progrès dans le domaine. Si vous avez déjà pris le pembrolizumab et si le patient a un récidive peu après, ça veut dire que l'immunothérapie ne fonctionne pas pour la tumeur du patient. Mais si vous avez pris le pembrolizumab et ça a pris longtemps avant de passer à une maladie métastatique, ça veut dire que peut-être l'immunothérapie a repoussé la survenue de la maladie. Donc, on peut utiliser plus d'immunothérapie. Au Canada,
Il y a une règle selon laquelle s'il y a un récidive dans les 6 mois suivant l'administration de pembrolizumab, on ne peut pas subir d'autres traitements d'immunothérapie car cette thérapie ne fonctionne pas. Il faut une thérapie ciblée. Mais si c'est après, la récidive est après 6 mois, on peut réessayer l'immunothérapie avec un mélange de différents médicaments. Tous ces médicaments sont disponibles pour les patients qui ont des récidives dans les 6 mois suivant ce traitement. Et je vois Wes Barnes dans la boîte de clavardage. Bonjour, vous me manquez. Donc, les essais de Pembro sont avantageux pour les patients qui ont une maladie à risque plus élevé. Ça veut dire quoi? Donc, une maladie à risque plus élevé dans ce contexte veut dire les patients qui ont des grades plus élevés, plus de nécrose, des tumeurs plus grandes. Donc, si on a quelqu'un avec une nécrose, avec une grande tumeur de 12 cm, et sous le microscope, le grade est plus élevé, ça veut dire que ces patients ont une séparation plus importante entre l'administration de pembrolizumab et l'autre traitement. Vous avez parlé des maladies rares comme les CCR non à cellules claires ou de translocation. Donc, ce sont des maladies à un risque plus élevé. Mais ces maladies n'ont pas été incluses dans ces essais cliniques. Donc, à l'heure actuelle, nous ne traitons pas ces patients avec pembrolizumab car il n'y a pas de bonnes preuves montrant l'efficacité. On essaie d'étudier la population non à cellules claires et c'est quelque chose que nous voulons faire dans notre recherche. Oui. Ne répondons pas à la question de l'autre patiente parce qu'elle est de nature personnelle, mais je lui ai répondu personnellement et puis nous ferons un suivi auprès d'elle pour lui apporter la réponse. J'essaie simplement d'éviter d'évoquer des situations personnelles sur ce forum. Donc, merci, Dr. Eng. Très bien, excellent. Alors, d'une perspective d'urologiste, nous regardons le graphique du patient et puis nous recevons les résultats d'une opération du patient selon que le patient a eu une néphrectomie partielle ou complète. Ça nous dit la taille de la tumeur et puis le niveau d'agressivité de la tumeur. Est-ce que la tumeur évoluait en graisse autour des reins? Dans ce que nous voyons cela, ensuite, nous rencontrons le patient et puis présentons cette analyse. L'important est d'obtenir des résultats de scanner pour nous assurer que le cancer ne s'étend pas, car en ce cas-là, c'est urgent. Et c'est là que, comme nous l'avons entendu plus tôt, nous recevons le rapport de pathologie et puis demandons des scanners, des examens au scanner directement. Alors, ça nous amène à la prochaine question pour le docteur Richard. Vous avez un patient qui est éligible pour le traitement adjuvant. C'est un patient qui répond bien aux critères. Nous demandons les examens de radiologie, puis consultons. Ensuite, la prochaine étape est de consulter un oncologue médical. Alors, lorsque le scanner revient avec un nodule pulmonaire qui n'est pas habituel, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est un nouveau cancer qui commence à se propager? Très bonne question. Je crois que ces cas-là sont des cas difficiles. Bien sûr, dans ce cas-là, nous discutons avec nos autres collègues, avec les autres urologues ou les autres oncologues médicaux. Et pour essayer de déterminer le risque pour ce patient de développer des métastases de façon précoce. Donc, s'il y a une maladie localisée de plus petite taille, nous pouvons procéder à une biopsie pour voir si la lésion est bien un cancer rénal ou non. Si la taille est suffisante, est-ce que la lésion peut être traitée?
si elle paraît suspicieuse, et ensuite euh, la chirurgie, donc si c'est nécessaire. Ensuite, nous pouvons discuter du rôle du traitement adjuvant au pembrolizumab si c'est quelque chose qui découle des résultats de la radiologie ou de la chirurgie. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter autre chose, Dr. Heng. Oui, je suis complètement d'accord. Et je voulais aussi revenir sur le point concernant le scanner que vous avez évoqué. S'il y a ne serait-ce qu'une trace de possibilité de métastase, soit de 9 millimètres ou 12 millimètres, je préfère euh, regarder ce qui se passe et euh, attendre la fin de la chirurgie avant de proposer euh, une thérapie qui puisse être adaptée spécifiquement aux métastases comme l'ipinivo, oxypembro. Cet examen suite à la chirurgie est très important à l'opération. Oui, merci, Dr. Heng. Alors, si il y peut y avoir des effets secondaires néfastes comme ça a été euh, si c'est quelque chose qui ressort lors de votre étude, de votre essai clinique, euh, est-ce que vous arrêteriez le pembrolizumab en raison des effets secondaires? Oui, à ce moment-là, oui, si vous devez arrêter le traitement à cause des effets secondaires, ça n'est pas un traitement qu'il est bon de reprendre ou poursuivre. Je ne suis pas certaine spécifiquement. Il peut y avoir des réductions aussi de doses de dosage qui peuvent s'appliquer. Oui, ça dépend des effets secondaires en fait. Si c'est un effet secondaire léger, un petit peu de démangeaison, par exemple, je demande toujours aux patients si c'est quelque chose qui sont disposés à s'accommoder. Ou bien est-ce que ça les tient éveillés la nuit, ou bien est-ce que l'effet secondaire commence à s'exacerber, par exemple, si la peau commence à peler, ou bien la démangeaison s'intensifie et que voilà, le patient est privé de sommeil, euh, nous pourrions avoir besoin d'utiliser des stéroïdes. Euh, à ce moment-là, si les effets ne s'arrêtent pas, nous pourrions arrêter le traitement adjuvant. Bien sûr, dans le contexte d'un traitement adjuvant, euh, nous essayons d'empêcher la, la maladie de revenir, et donc c'est une question un petit peu différente lorsque nous parlons d'un choix de traitement dans le contexte métastatique. Oui, et ça dépend aussi, en plus de la tolérance aux effets secondaires, s'il y a bien une maladie métastatique. Si un patient euh, décide d'arrêter le traitement d'adjuvante Pembro, il s'agit de savoir aussi si, pour nous, si le traitement le patient a refusé, par exemple, de mettre de la crème ou quelque chose qui pourrait avoir été. Il peut être bon de rediscuter des options de traitement plus tard, car nous ne voulons pas que le patient développe des métastases. Excellent, très bien. Alors, prochaine question, peut-être plus pour le docteur Heng. Que se passe-t-il si un patient se présente et qu'il a une maladie auto-immune, par exemple le lupus ou l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn euh, ou la colite? Est-ce que ces patients sont éligibles ou bien qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'ils viennent vous consulter là-dessus? Merci, oui, c'est une question très importante parce que euh, dans le contexte métastatique pour le traitement adjuvant, euh, nous utilisons l'immunothérapie parce que nous voulons
réduire la maladie métastatique. Et donc, même si les patients ont de l'arthrite rhumatoïde ou du lupus qui ne s'est pas manifesté depuis 10 ans, nous essayons toujours d'utiliser l'immunothérapie en sachant que de 50 à 70% du temps, euh, c'est quelque chose euh, qui va de toute façon réactiver ou empirer la maladie auto-immune. Et ensuite, nous pouvons traiter la maladie auto-immune séparément. Nous travaillons avec des rhumatologues et euh, nous pouvons limiter les effets secondaires avec des traitements non stéroïdaux. Alors, pour le traitement adjuvant, ce dont nous parlons aujourd'hui, mon niveau est beaucoup plus élevé parce que nous ne pensons pas qu'il soit euh, forcé pour ces patients de prendre ces traitements. Donc, ce n'est pas obligatoire. Bien sûr, c'est simplement pour réduire le risque de récurrence. Donc, la barre est placée beaucoup plus haut ici. Je ne propose pas normalement ce type de traitement adjuvant en cas de maladie auto-immune. Oui, c'est très intéressant. J'apprends énormément de choses. Merci. Je vais demander au Dr. Richard en premier, mais Dr. Heng, n'hésitez pas non plus à ajouter là-dessus. Entre tous les cliniciens, les urologues, les oncologues médicaux, il reste une controverse selon laquelle certains patients qui reçoivent le traitement adjuvant, euh, en fait, n'allaient pas avoir de récurrence, sont surtraités. Et pour les patients qui euh, ont des récurrences, que ce soit pendant le traitement ou euh, après 6 mois d'interruption, euh, euh, comment, comment cela se passe? Donc, si le traitement, la maladie ressurgit, mais que la voie du pembrolizumab a déjà été épuisée, entre guillemets. Oui, alors l'idée avec le traitement adjuvant est d'essayer d'éviter la récurrence et donc, par définition, vous allez surtraiter beaucoup de patients. Si vous avez des CCR clair, le risque de récurrence est d'environ 60% disons, 5 ans. Donc, il y a toujours 40% de chance de ne pas avoir de récurrence dans ce cas-là. Je crois que c'est important pour ça d'avoir une bonne conversation avec le patient et discuter du bénéfice par rapport au risque. Si un patient ne veut pas accepter le risque encouru du traitement, par exemple les effets secondaires, ce que le docteur Heng a dit va s'appliquer. C'est important de nous demander quel est le risque de récurrence pour un patient précisément. Et bien sûr, nous essayons de les aider dans la prise de décision. Il n'y a pas une stratégie qui convient à tous de la même façon. Même si le risque de récurrence est élevé, le si le patient n'est pas disposé à accepter le risque immédiat du traitement adjuvant, eh bien, nous devons le respecter, bien sûr. Et puis, euh, lorsque le moment vient où le patient ou la patiente présente des métastases, eh bien, à ce moment-là, il faut proposer le traitement adapté à cette situation. C'est important de respecter les valeurs et les préférences de chacun ici. Est-ce que je peux poser une question, docteur Richard? Ça, ça va s'adresser à vous, je pense. Que se passe-t-il si vous savez que le patient présente un risque plus élevé et que la personne décide de ne pas procéder au traitement adjuvant? Est-ce que vous allez changer votre euh, suivi, la façon dont vous allez faire le suivi, ou est-ce que vous suivez toujours les orientations du CEA? Oui, nous utilisons toujours orientations concernant la fréquence des euh, images radiographiques. Pour certains patients, je procéderai à des scanners plus fréquents afin euh, de m'assurer de pouvoir détecter une maladie à un stade précoce si elle survient. Il le CA utilise les TNM très largement et
ne prend pas en compte euh, la gradation nucléaire, la nécrose, la différenciation. Donc, euh, ça va s'appliquer pour certains patients et pour d'autres un peu moins. Donc, vous devez euh, prendre votre propre décision concernant la fréquence de l'obtention de scanners pour le suivi. Et Christine, en tant qu'urologue, je pense que vous allez concourir aussi là-dessus. Oui, tout à fait. Les lignes directrices du CEA sont utiles. Elles nous fournissent une structure plus large. Souvent, un oncologue médical va demander quelques scanners, peut-être deux ou trois, et euh, s'il n'y a pas de signe de récurrence, eh bien, les patients reviennent vers moi. Mais si je suis très, très inquiète au sujet d'un patient, bien sûr, à ce moment-là, je demande plus de scanners. Si la tumeur a dû être enlevée, par exemple, de vaisseau sanguin majeur, dans ces cas-là. Merci. Donc, est-ce que vous feriez cela aussi pour les marges? Est-ce que euh, c'est quelque chose qui s'applique dans le cas du traitement adjuvant ou non? Oui, c'est un petit peu difficile parce que c'est difficile de commenter sur les marges pour un, un médecin. Le, le chirurgien peut avoir aussi un avis différent. Alors parfois, lorsque la tumeur se développe dans des vaisseaux sanguins majeurs, il y a de la tumeur qui est présente sur les contours et des fois, ça peut ressembler à des marges positives et des fois, c'est simplement l'aspect du spécimen en particulier. Donc, je- ça dépend de l'avis là de l'oncologue médical et de l'urologue. J'ai des patients, euh, je n'ai pas de patients, je pense, qui ont choisi d'adopter le traitement au Pembro à cause de ces marges. Et si vous avez d'autres opinions là-dessus, surtout n'hésitez pas. Oui, je suis d'accord. Et cet exemple, effectivement, est quelque chose que l'on vient de donner, quelque chose qui ne compte pas réellement comme des marges positives en tant que trace de cancer subsistant dans le corps. Mais s'il y a des marges évidentes, par exemple euh, à proximité de la graisse ou quelque chose comme ça, et si c'est positif et que ces patients n'étaient pas inclus dans l'essai clinique de base parce que vous aviez des marges négatives, eh bien, à ce moment-là, il faut à nouveau poser la question aux patients en expliquant que le risque de récurrence est plus élevé et euh, mais que des profils comme celui de cette personne n'étaient pas inclus dans les essais cliniques. Donc, nous proposons le choix ou non du traitement. Alors, je crois que c'est quelque chose euh, qui nous concernerait aussi. Justement, euh, nous sommes très, très centrés sur le choix du patient. Euh, Merci, et c'est euh, euh, quelque chose qui est très utile. Merci. Alors, je sais que, Dr. McAlpine, vous êtes très impliqué dans l'intelligence artificielle, les solutions euh, 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 centrées sur l'IA. Est-ce que c'est quelque chose qui entre en jeu ici? Oui, alors c'est une discussion intéressante. Peut-être que nous pourrions l'évoquer sur ce forum l'année prochaine. Le docteur Richard et moi-même menons des recherches sur l'apprentissage machine pour la reconnaissance de euh, tumeurs rénales de petite taille et pour euh, savoir si la machine peut prédire de quel type de tumeur il s'agit. Est-ce que c'est cancéral ou non? Est-ce que c'est une tumeur agressive ou non? Est-ce que il s'agit de cellules claires ou non? Et nous avons fait une étude à l'Université de Toronto où nous avons regardé des radiographies avant la phase de l'opération chirurgicale et nous nous sommes demandé si ces patients auraient besoin de traitement systémique ou autre. Et donc, c'est difficile, évidemment, mais je pense que à l'avenir, nous serons peut-être en mesure d'utiliser une machine pour passer en revue
l'imagerie radiologique pour ensuite prédire si les patients répondront positivement au pembrolizumab et ce genre de choses. Nous n'en sommes pas encore à ce stade cependant. Je sais que notre domaine va tout à fait s'étendre et les recherches vont s'étendre grâce à l'apprentissage machine. Merci, c'est intéressant. Alors, il nous reste environ 10 minutes. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Alors, pour une question pour tous les deux, et, que se passe-t-il après le traitement adjuvant? Si vous envoyez un patient vers un oncologue médical, ça dépend peut-être du centre, et le patient va terminer 17 cycles de Pembro, et ensuite, que se passe-t-il après ça? Ça dépend du site, c'est ça. À Sherbrooke, par exemple, les patients sont suivis pendant un moment après le traitement, que ce soit par moi et par l'urologue, par les deux médecins et l'oncologue médical. Et ensuite, une fois que le traitement est terminé, nous procédons à un suivi concernant les récurrences possibles, mais ça dépend vraiment du site. Dr. Heng, oui, c'est pareil. Une fois qu'un patient reçoit le pembrolizumab adjuvant, un oncologue médical va faire un suivi pour toute la suite. Et nous procédons au scanner après le pembro adjuvant. Nous administrons le pembro avec seulement 9 cycles. Nous donnons toutes les semaines le traitement au lieu des 3 semaines parce que nous savons que euh, ça mène à des résultats équivalents parce que le Pembro est en jeu pendant longtemps. Donc, vous n'avez pas besoin d'administrer toutes les 3 semaines. C'est un petit peu plus facile logistiquement pour ceux qui doivent se rendre sur place. Oui, très intéressant. Dans notre centre, nous n'avons pas énormément de patients qui ont euh, ce Pembro adjuvant. Nous procédons à une alternance entre les rendez-vous. Et les oncologues médicaux continuaient à faire un suivi. Euh, nous essayons d'avoir des consultations avec tous les spécialistes tous les 3 mois, tous les 6 mois, peut-être si les choses se tassent un petit peu pour essayer de diminuer le fardeau de ces rendez-vous de suivi. Oui, je vois quelque chose ici. Je sais que euh, Dr. Heng essaie de lire les questions ici. Et y a-t-il une question que vous voudriez traiter ici? Alors, est-ce que vous recommanderiez ce traitement à un patient atteint de euh, maladie rénale polycystique? Est-ce que le traitement au pembro aide ou diminue les chances? Ah, très bien. Je ne voyais pas la question. Oui, euh, c'est une très bonne question. Alors là, il est question de sélection de patients appropriés. La plupart de nos patients ont déjà euh, une diminution des fonctions rénales parce que nous avons retiré un rein ou bien nous avons fait subir des procédures au rein restant. Donc, nous voulons nous assurer d'une santé rénale optimale. Donc, ne vous retrouvez jamais déshydraté. Restez toujours hydraté si vous avez une forte tension. Passez un régime alimentaire bas en sodium. Et pour les maladies préexistantes comme la maladie rénale polycystique, je crois que ça dépend. Parce que votre fonction rénale est déjà largement diminuée. Le pembrolizumab pourrait rendre les choses plus difficiles. Euh, Et bien sûr, il s'agit toujours de peser le pour et le contre. Bien sûr, il y a souvent beaucoup de solutions qui sont disponibles, mais nous devons nous assurer de faire le bon choix pour chaque patient de façon personnalisée. Excellent, très bien. Nous commençons à arriver à la fin de notre temps ici. Peut-être pourrions-nous parler un petit peu
ici des décisions du patient. Nous pourrions discuter avec tous les deux de votre vision sur le fait d'aider les patients dans votre pratique. Qu'est-ce qui vous a aidé? L'aide aux décisions, à la prise de décision pour les patients est un outil qui existe et qui apporte de l'information appropriée aux patients. Et il y a plusieurs choses qui doivent être euh, incluses lorsqu'on laisse un patient prendre une décision. Donc, et- et la solution proposée ou décrite doit comparer les risques et les bénéfices du traitement par rapport à une absence de traitement ou par rapport à la gestion des symptômes. Donc, ça peut il peut s'agir de pembrolizumab ou bien non pembrolizumab après une opération chirurgicale. Il faut connaître le risque de résurgence éventuelle du cancer, le risque de décès du cancer rénal à travers le temps. Et enfin, il faut que l'information soit communiquée de façon appropriée pour le patient, pour que ce soit facile à comprendre. Donc, nous utilisons des diagrammes plutôt que des pourcentages. Euh, donc, l'outil doit être bien adapté à vos préférences personnelles et à vos valeurs. Et il faut savoir aussi quelle est l'importance euh, de suivre un traitement afin d'empêcher la résurgence du cancer. Nous ne voulons pas que nos propres préjugés ou opinions en tant que médecin entrent en jeu. C'est pour ça que c'est un outil très, très utile. Et ce qui a été mentionné aussi plus tôt dans les vidéos est que chaque centre, chaque médecin ne va pas forcément présenter les choses de la même façon. Et donc, euh, puisque Cancer Renal Canada apporte cela aux patients, ça leur permet de s'auto-défendre, en fait, de se demander, tiens, j'aimerais bien parler de telle ou telle question avec mon neurologue. C'est une fiche qui est disponible sur le site Internet de Cancer Renal Canada, à la fois en anglais et en français, ainsi que sur le site de l'Institut de recherche en santé d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, Dr. Richard ou Dr. Heng. Oui, c'est important d'avoir cette information en main, c'est ça. Donc, les patients viennent nous voir car ils ont reçu des mauvaises nouvelles. Et ce n'est pas un cancer réduit avec un risque de récurrence très bas. Donc, nous leur communiquons euh, le fait que le risque de récurrence est élevé, puis ensuite l'anxiété prend le dessus et il est difficile de retenir l'information et de digérer l'information que nous leur apportons. Donc, c'est important de pouvoir regarder à nouveau l'information va être posée une fois rentré à la maison et essayer de prendre la décision qui elle s'applique en prenant en compte les effets secondaires potentiels du traitement. Une fois que les patients sont référés à leur oncologue, ça rend aussi la conversation avec l'oncologue plus facile. Concernant les possibilités de traitement, proposées lors des consultations avec l'oncologue et puis ils peuvent entrer dans un peu plus de détails. Donc, j'aime cet outil. Je crois que c'est important de l'utiliser. Ça rend le contrôle au patient dès le départ et puis je- ce n'est pas forcément l'option de ce nouveau traitement adjuvant n'est pas quelque chose que tous les urologues ont à l'aise de discuter avec les patients. Donc, c'est quelque chose qui est très utile pour les patients d'être informés là-dessus. Donc, merci à Cancer Rénal Canada d'avoir partagé ces outils. Oui, je suis d'accord. C'est très intéressant et très, très important d'avoir ces outils parce que le patient, de cette façon-là, peut appréhender l'information de façon différente. C'est une interaction très rapide avec l'oncologue médical ou l'urologue, peut-être 45 minutes ou moins, et donc le patient ne va peut-être pas retenir toute l'information. Lorsque nous parlons du bénéfice de 5% ou de 15%,
Et ça n'est pas toujours quelque chose qui parle au patient. À la place, vous avez un graphique sur l'outil qui vous met les choses un petit peu en relief. Vous pouvez voir que le traitement adjuvant au pembrolizumab représente un fort bénéfice, mais il faut tout de même prendre une décision avec laquelle vous êtes à l'aise. Excellent, merci. J'essaie de rallumer ma caméra ici, mais je dirais qu'elle elle n'a pas l'air de vouloir bien fonctionner aujourd'hui. Alors, je voulais vous remercier tous les trois chaleureusement. Docteur Richard, euh, et y a-t-il une façon aussi pour vous, Docteur McAlpine et Docteur Heng? euh, je sais qu'il nous reste peu de temps. Y a-t-il euh, une fois que les scanners sont obtenus, que nous avons l'imagerie, y a-t-il une façon que nous puissions encourager nos patients à se rendre rapidement chez l'oncologue pour être pris en considération pour ce traitement important leur est disponible? Y a-t-il des suggestions et à qui devraient s'adresser les patients? Oui, il y a quelques façons différentes de le faire. Alors, c'est sûr que que ce soit les chirurgiens ou les urologues, nous sommes tous très occupés. Les urologues qui voient le rapport de pathologie revenir rapidement vont demander des scanners immédiatement. C'est une chose instinctive pour nous. Malheureusement, tout le monde n'est pas expert en cancer rénal et tout le monde ne croit pas forcément dans le traitement adjuvant au pembro. Donc, vous pouvez euh, 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 être votre propre allié là en demandant à votre urologue ce qu'il en est lors de votre premier rendez-vous post-opération. Demandez si vous êtes si vous êtes éligible ou non. Et autrement, c'est ce qui est aussi la responsabilité de l'urologue. Les médecins de famille vont recevoir aussi les rapports de pathologie. Donc, ils ne vont pas forcément savoir comment l'interpréter, mais ils vont pouvoir savoir lorsque la pathologie est de retour. C'est difficile car les patients ont beaucoup d'anxiété et il y en a beaucoup. Si quelqu'un dit est-ce que je peux avoir le traitement, c'est difficile car nous attendons le rapport pathologique, ça ne prend pas une semaine ou deux, c'est bien 4 semaines et ensuite nous demandons des scanners urgents. Bon, il ne faut pas les harceler, là. On ne va pas demander des rapports de pathologie une semaine ou deux après. La chirurgie, il n'y en aura jamais. Mais typiquement, dans la plupart des centres, les choses devraient être revenues 4 ou 6 semaines plus tard. Et ça donne beaucoup de temps pour avoir les CT scans, les rototomographies. Allez-y, docteur Heng. Et je crois que le processus, vraiment, s'est beaucoup amélioré durant les dernières années. Bon, à cause de l'éducation comme ceci, de tels programmes, avec des médecins et des patients, les gens connaissent le pembrolizumab comme adjuvant. Alors maintenant, les urologues vont les texter, et moi, j'en ai eu moi-même en tant que... J'ai des urologues qui m'ont texté, me dire, ah, tu devrais considérer ceci, et on peut le dire si quelqu'un est une constellation ou pas. Mais on a des références plutôt avant la diagnostic. Mais vous avez raison, les gens qui sont référés après la date limite, ils doivent obtenir le CT scan avant l'échéance. On ne veut pas avoir ça tout de suite après la chirurgie, c'est trop tôt parce que les choses changent beaucoup après la chirurgie dans le CT scan et ça va nous mêler. On veut un scan après un certain temps après l'opération, mais avant les 12 semaines. Alors, avec toute cette éducation, ceci a aidé le système. Alors, c'est plus efficace pour les patients. Bon, c'est bon à savoir, merci. Et je ne vais pas vous remercier suffisamment pour avoir appuyé notre aide de décision pour la thérapie adjuvante. Elle est ici pour expliquer les choses aux patients. Vous avez clarifié les choses pour eux et nous allons réimprimer l'aide de la décision pour la théorie adjuvante bientôt. Alors, nous allons l'envoyer aux urologues et oncologues s'ils s'intéressent à l'obtenir. Nous, on a déjà reçu des commandes. Et c'est disponible aussi pour nos patients dès que ça va être réimprimé et ça va être sur notre site web. Alors, j'encourage tout le monde à en profiter et merci pour avoir donné votre temps et votre expertise aujourd'hui. C'est bien apprécié.
Profitez bien du reste de votre journée. Merci beaucoup. Profitez bien de votre conférence. Merci.